Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format, l'entretien par le vrai, format où je donne la parole et échange avec des personnalités inspirantes et inspirées. Toute époque a ses héros invisibilisés, ces personnes qui, animées par des missions complexes et parfois ingrates, font le boulot pour tous et pour notre bien commun. Ces personnes qui analysent, déconstruisent et mettent en lien pour réinstaurer de l'ancrage et de la guidance dans un monde malheureusement distrait, voire égaré. Aujourd'hui, j'accueille une érudite qui depuis de nombreuses années se bat sur les champs de l'éthique et de la sémantique, une personne dont le travail inspire et instigue de nombreuses pensées. Normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, anciennement chargée de cours à l'université, auteur de plus de 25 ouvrages dans ses domaines d'expertise tels que le harcèlement, la paranoïa, les déviances et la psychologie du pouvoir, entre autres. Pour ce premier entretien par le vrai, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Biéran. Bonjour Ariane. Bonjour Missa, merci de m'accueillir. C'est moi qui te remercie. Comment ? Je suis très touchée d'être ici. Ah, mais je suis honoré de te recevoir. Alors, je sais que tu es une femme très occupée, donc je te remercie vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Et pour commencer, Ariane, pourrais-tu brièvement, alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter puis nous résumer un petit peu ton parcours, voilà. Mon parcours, il est complexe. Je pense, comme on en parlait à l'instant, beaucoup de gens qui, à un moment donné, ont ouvert les yeux sur la réalité qui les entourait et l'ensemble des mensonges dans lesquels nous baignons, manifestement, depuis très longtemps. Donc, moi, je suis née à Saint-Denis, donc dans la région parisienne. J'avais des parents instituteurs au Franc-Moisin, qui se sont rencontrés au Franc-Moisin. Et puis, je suis dans la génération, on en avait parlé un petit peu, qui effectivement a connu les débuts du rap. D'accord. Je suis très touchée. Le tout début, puisque NTM venait aussi de Saint-Denis. Ouais. Et donc, sur mes débuts d'adolescence, et c'était une période très créative. Pour nous tous, donc j'ai vécu en cité cité, puis après HLM qui n'était pas de la cité, du milieu de l'adolescence. Et dans le même temps, j'ai une existence très contrastée parce que j'avais donc des origines corse italienne très forte du côté de ma mère et du côté d'une noblesse qui s'est jamais remis d'avoir perdu ses titres en gros, et puis du côté de mon père plutôt Occitanie, milieu paysan, assez illettré et qui et au départ, et puis voilà, donc moi je suis un peu le produit de tout ça. Mes parents étaient marxistes. D'accord. Donc, à Saint-Denis, c'était très très communiste à l'époque et c'était beaucoup dans le contrôle, donc un communiste assez dur. Après, il y a eu le communisme réformateur, comme ils ont appelé. Mais c'était une banlieue ouvrière, une banlieue rouge. Il y a eu énormément d'immigration, donc c'est vrai que moi j'ai grandi avec, entourée. Pour moi, c'était ma normalité. Et puis à un moment donné, ma mère, elle a eu des grands projets pour moi. Parce que du côté, évidemment, de ma famille maternelle, il y a aussi des grands personnages. Ma grand-mère a contribué à créer l'orthophonie. Ça a été sinon la première, je ne sais plus, professeure d'université en orthophonie à la fac de médecine à la Salpêtrière. Donc, il fallait tenir un peu des enjeux. Et donc, moi, je vivais dans des contrastes pas possibles parce qu'à partir de l'adolescence, j'ai été mise, si tu veux, au lycée Carnot. Et le lycée Carnot, c'est à côté des Champs-Élysées. Alors là, d'un coup, j'ai vu quelque chose de totalement étranger au milieu social dans lequel je baignais tous les jours. Et je me rappelle, mes premières sensations en entrant dans le lycée Carnot, ça a été waouh, il n'y a que des blancs. Et voilà. C'était éprouvant. Et des blancs riches qui n'ont aucune conscience du monde, qui n'avaient à l'époque jamais pris trop, etc. Et moi, tous les jours, je partais de la cité, je prenais un premier bus, un deuxième bus, j'arrivais à Basilique-Saint-Denis, je prenais un métro, j'avais 1h30 de transport, je devais avoir 13 ans, quoi. Et puis je revenais le soir, et en fait, je faisais un parcours comme ça, entre, on va dire, la pauvreté, la misère, mais en même temps, il y a de la joie, où il y a de l'amour, mais en même temps, il y a de la drogue, en même temps, il y a des tas de problèmes et tout, mais il y a de la vie. Et puis, j'arrivais dans un monde de riches qui, moi, me paraissait complètement aseptisé, et où il me semblait qu'il n'y avait pas de vie. Donc, c'était très bizarre.
Et donc, j'ai fait le grand écart comme ça, euh, jusqu'à souffler un peu au moment où je suis arrivée en première au lycée Condorcet, qui était un peu plus mixte à Paris. Et j'ai vécu une sorte d'ostracisme hein, au départ, pour pas être de la même classe sociale, etc. Mais rapidement modifié parce que j'étais première de la classe, donc évidemment, on se demandait comment c'est possible que cet extraterrestre qui arrive du fin fond de la banlieue, qu'on méprise, etc., elle soit première de la classe. Donc c'était un petit peu ça le contraste que j'ai vécu. Euh, et j'ai eu beaucoup de... Ça a été un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté outre des difficultés évidemment d'histoire personnelle ou familiale, j'ai pas arrêté d'être confrontée à des milieux extrêmement différents et devoir comprendre les codes de ces milieux et voir qu'en fait, ils ne correspondent absolument pas entre eux et ils n'ont aucune idée de ce que peut vivre l'autre milieu en fait. Mhm. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours, euh, ça m'a formée. Ça m'a formée. J'ai toujours été très amie avec les derniers de la classe. Je n'aimais pas trop ceux du milieu. Voilà, Mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu parles finalement de clivage et des milieux qui se côtoient pas forcément, qui ne se connaissent pas. Et quand tu regardes un petit peu le nouveau monde dans lequel on essaie de nous plonger aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on nous plonge dans une fausse réalité algorithmique. À partir du moment où tu vas regarder certains types de vidéos ou que tu vas liker certains types de vidéos, etc., on t'enverra toujours sur le même contenu. Donc finalement, on est toujours dans la même, dans ce qu'on appelait anciennement le diviser pour mieux régner. Tu vois? absolument. Mm. Euh, Absolument, mais ça me... C'est-à-dire que pour expliquer bien aux gens, c'est-à-dire que moi, adolescente, ma vie adolescente, c'était la journée être à l'école avec des super riches pour beaucoup qui arrivaient en voiture avec chauffeur, et le soir, retrouver ceux qui allaient voler les super riches sur les Champs-Élysées. Enfin, je veux dire, c'était un contraste quand même assez... Bien sûr. qui était ma vie, en fait. Et de voir que il y avait quelque chose de très vertigineux dans cette expérience. Mais je l'ai continué après cette expérience parce que après quand j'ai travaillé, bon, je suis arrivée à Normal Sup. Donc là aussi, c'était très exotique. Alors, c'était pas exotique du point de vue familial, parce que, voilà, encore une fois, du point de vue de ma famille maternelle, il y avait des grandes études, des chercheurs CNRS, des polytechniciens, tout ça. Donc, c'était pas exotique de ce point de vue-là. Mais c'était exotique parce que d'abord, j'étais la seule de mon lycée à intégrer Normal Sup Ulm. Donc, j'étais déjà pas en force, quoi, on va dire. Hein. J'étais la seule. Je m'étais bien fait casser par un prof de philo qui m'avait dit vous n'avez pas le niveau d'être en Cagne. Bon ben malheureusement pour toi, j'ai intégré. Donc après il rasait les murs quand tu me voyais dans les couloirs. Ouais. À propos des profs cons aussi, on peut en parler. Et puis ils sont pas tous cons. Hein. J'en ai eu des merveilleux, mais bon voilà. Mais enfin, il y a beaucoup de profs aussi, personnellement, qui ont inspiré un certain esprit de revanche chez moi. Oui, bah voilà, Mm. bon, bah, lui, il m'avait noté hein, sur une copie, vous n'avez pas le QI d'être en Cannes, bref. Et alors après, je suis arrivée à Normal Sup. Alors là, j'ai encore découvert un autre univers, qui était l'univers, on va dire, intellectuel du quartier latin, donc avec une auto-reproduction d'élitisme intellectuel depuis donc Henri IV Louis le Grand, donc bah, ils étaient tous sortis ensemble ils se connaissaient tous depuis la maternelle, ils étaient tous sortis ensemble, enfin c'était vraiment à huis clos. Et là, j'ai commencé à recevoir les grands discours sur les livres de la nation. Et moi, j'étais perturbée parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi, quoi, qu'ils ne les prenaient pas au sérieux. Mhm. Et, euh, et je me souviens à l'époque, c'était assez terrible ces années. Alors, parce qu'à la fois, il y avait une très grande culture, une bibliothèque absolument admirable. J'ai rencontré des gens extrêmement érudits. Mais moi, elles ont marqué ma jeunesse parce que déjà, il y a un taux de suicide effarant à Normal Sup. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très tabou et dont on ne parle pas. Et moi, à l'époque, j'ai une amie qui s'est suicidée. Et j'ai son petit ami de l'époque, son compagnon de l'époque, venait juste de terminer son doctorat, mais qui était mon prof de grec, s'est aussi suicidé derrière. Mhm. Et j'ai vu les réponses institutionnelles à ça, j'ai vu les mensonges institutionnels. Ça a été assez violent, j'ai vu la vingtaine. Et une souffrance absolument abominable. Et ces discours d'élitisme, alors moi, je me souviens, dans ma mémoire, qu'on nous incitait, par exemple, à faire toutes les activités
même les loisirs à l'intérieur de ce microcosme qui était l'école normale supérieure de la rue d'Ulm de Paris. Donc effectivement, si vous aviez besoin de telle ou telle activité, fallait juste demander et puis on l'a créé à l'intérieur de l'école. Évidemment, moi qui avait besoin tout de suite d'un appel d'air, j'ai pas fait ça, mais j'ai désobéi aussi quand on m'a dit que je ne pouvais pas aller en psychologie. C'était pas possible d'aller en psychologie parce que c'était un peu une catégorie inférieure par rapport aux grandes matières élitistes, etc. Et donc on m'avait expliqué, quand je dis on, c'était le directeur à l'époque, hein, il m'avait dit, mais vous devez faire Sciences Po aussi, etc., etc. Il m'avait donné tout le plan de carrière. Donc, heureusement, je n'ai pas excuse-moi. suivi. Donc finalement, quelque part, tu es en train de m'expliquer que dans ce type d'école, bien évidemment, on forme des élites. Et toi, qui étais plus à même de pouvoir, qui avait envie finalement d'aller un peu commencer à fouiller dans les tréfonds de notre société et de la psychologie humaine, eux, finalement, ça les intéresse pas plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est perpétuer un système et faire vivre un système qu'ils ont créé au détriment du bien-être psychologique, peut-être. Alors, je pense que ça a beaucoup évolué parce que, par exemple, au début du XXe siècle, on a des cas, on a plusieurs cas où normalement l'école normale supérieure, l'élève, une fois qu'il a eu son concours au mérite, il est effectivement considéré entre guillemets élite intellectuelle de la nation et il est rémunéré pour finir ses études. Et ça a permis quand même à sortir beaucoup de familles dans la pauvreté, puisqu'en fait, des gens du début du XXe siècle faisaient vivre toute leur famille avec cette rémunération en provenant de milieux pauvres. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une reproduction maintenant effectivement d'élite, parce que pour accéder à ces classes préparatoires, etc., c'est devenu très compliqué. Donc c'était déjà ça, c'est-à-dire quand je dis, moi j'étais la seule d'un autre lycée parisien au demeurant, hein, je veux dire, mais la majorité venait d'Henri IV et Louis Grand, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une présélection de préparation, de famille, etc. Donc, je pense que ça a pu être quelque chose d'intéressant. Alors, par contre, c'est vrai que il y avait énormément d'érudition. J'ai eu des profs excellents, ça c'est clair. C'est tout ce que je cherchais aussi. Hein. Mais disons que ça doit reproduire. Je l'ai vécu comme ça en tout cas. J'ai vécu la nécessité d'avoir une reproduction sociale. C'est-à-dire que il fallait rester, ne pas se mélanger. Ça, je l'avais vécu aussi au lycée Carnot. Il fallait pas se mélanger avec la plèbe, quoi, avec le menu peuple. Et moi, le menu peuple, je connaissais par cœur. Et j'avais eu une autre expérience extrêmement formatrice pour moi. C'était, je crois, c'était les grèves en 95. Il y avait des grèves extrêmement fortes sur Paris. Et à un moment donné, j'ai dû aller à pied, en fait, de Saint-Denis, de là où j'étais, au lycée à Paris. Et je traversais tous les bidonvilles d'Asnières, mais les bidonvilles qu'on retrouve comme dans les favelas d'Amérique du Sud. Hein. Dans les années 95, ça existait encore alors. Hein. Ouais. Parce que je sais que oui, vers Nanterre, dans le 92, il y avait des bidonvilles, mais je pensais pas jusque si tard. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans ma chair, puisque je faisais ce trajet qui était très long à pied en hiver, et je passais devant tout ça et avant d'arriver dans la capitale. Et je vivais aussi comment finalement cette banlieue ouvrière, etc., où c'est toutes ces populations issues d'une immigration d'ailleurs très diversifiée et très intéressante et très tolérante à l'époque. Hein. On n'avait pas du tout les histoires d'intégrisme ou je sais pas quoi. C'était vraiment on avait des histoires de drogue, de pauvreté, voilà, mais il y avait quelque chose de très intéressant qui se passait. Et bien, et en même temps, dans une ville où c'est une ville historique, c'est les rois de France, enfin, il y avait un contraste. Moi, j'ai toujours vécu dans tous ces contrastes. Et faire ce trajet-là a été une expérience extrêmement forte. J'ai l'impression de faire un chemin initiatique, en fait, tous les jours. D'accord. Un truc. De partir de la cité, d'aller à pied, de traverser ces bidonvilles où les gens n'avaient pas de chauffage, pas d'électricité, tout ça. Et puis nous, à Saint-Denis, on avait l'histoire des banlieues ouvrières, c'est-à-dire quand les gens ils avaient été parqués dans les HLM, mais toute l'immigration qui était venue d'Afrique du Nord, à qui on avait vendu tout et n'importe quoi et qui s'était retrouvée en fait un peu esclavagisée pour la main-d'œuvre que les Français voulaient pas faire, en fait, etc. Et tout ça, moi, j'étais baignée dans cette culture-là. D'accord. Et ça m'a donné ça plus
les questions d'histoire familiale, plus des histoires familiales complexes aussi, extrêmement violentes, dans lesquelles j'ai baigné, bah, ça a fait que j'ai rapidement... Moi, la première fois que j'ai su que les adultes, ils me mentaient, c'est quand j'avais 5 ans. J'ai dit ça, là, ils me mentent, là, vraiment sérieusement. C'était sur une très affaire sérieuse, Mhm. un décès d'une tante, et on m'avait raconté que c'était un accident de voiture, sauf que c'était un assassinat. Et là, je me souviens très bien, il y avait le portrait de cette tante dans la chambre où j'étais, et je l'ai regardé, et je l'ai entendu me répondre: on te ment. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, alors, merde, si sur des trucs aussi sérieux on me ment, bah la suite, ça va être quoi? Mhm. Voilà. C'est un peu l'histoire de la vie, tout ça. Et ben, c'est important que tu en parles parce que effectivement, parmi les gens qui sont parfois les plus érudits, souvent on trouve à la base, même pratiquement tout le temps, forcément du trauma. Et bon, alors le trauma pour tous, comme on a tous vécu, on a tous eu des blessures hein, quand on était plus jeune, etc. Et c'est ce qui forcément forge notre personnalité. Bien évidemment, ce qui va peut-être faire en sorte que on va aller prêcher entre guillemets hein, du bon côté, ça va peut-être aussi être la capacité d'introspection, de remise en question et d'analyse qu'on va pouvoir avoir sur voilà. Qu'est-ce qui a fait que quels ont été les outils en fait qui ont pu t'amener à aller vers cette introspection et cette capacité d'analyse. C'est par quels outils tu as pu accéder à ça? En fait, ça a été très jeune, hein. Très très jeune. Donc déjà, j'ai vraiment la sensation de vivre dans un monde extrêmement injuste et, et fait de souffrance. Ça, c'était très clair. Et je me sentais, enfin en tout cas je donnais des sentiments de comment je me sentais petite, hein, je me sentais complètement étrangère à ce monde. Et des traumas, je suis une polytraumatisée également, je veux dire évidemment de l'enfance et de la suite, mais par contre j'ai fini par trouver rapidement des chemins en tout cas qui m'ont servi. Et l'un des chemins qui m'a servi effectivement, ça a été très rapidement de prendre une respiration dans les livres et dans la relation aux animaux, qui m'a servi très tôt, hein. C'est-à-dire d'avoir une relation, bien expliquer aussi aux gens qu'on n'a quand même pas beaucoup de nature quand on vit en cité, hein. C'est pas un environnement super naturel, enfin voilà. Et quand j'étais les animaux, moi je me rappelle, je faisais même une collection d'escargots, quoi, escargots vivants. Voilà, c'était. Et donc, je sentais qu'il y avait comme un monde parallèle à ce monde des humains complètement dysfonctionnants. Mmh. Et que par contre, ma voie de libération était dans l'apprentissage par les livres. Et c'est vrai qu'alors là, par contre, j'ai lu énormément. Je veux dire, tout mon socle de culture, je l'ai fait bien avant d'arriver dans les classes prépa, etc. Quoi, j'avais toute l'assise, mais peut-être inspiré par un besoin de comprendre finalement. Absolument. J'avais besoin de comprendre, puis j'avais besoin, un, de m'évader, deux, de comprendre, et voilà, d'acquérir du savoir, de la connaissance, mais même en littérature, de l'évasion, etc. Donc j'ai lu très tôt. C'est pour ça que je sais que la lecture c'est important, et c'est pour ça que je sais pourquoi aujourd'hui on en prive majoritairement les enfants, où on vient simplifier des livres parce qu'on se dit ils ont pas le niveau. Ben même si on n'a pas le niveau, quoi. Moi je me rappelle, j'ai lu Victor Hugo à 9 ans, je n'avais pas tout compris, mais par contre j'étais immergée dans une texture, c'est-à-dire à un moment donné un grand esprit qui vient nous apporter quelque chose. Alors bien sûr, on ne comprend pas tout le vocabulaire, etc., mais on est immergé là-dedans. Des gens qui, malgré tout, ont apporté quelque chose et ont sorti quelque chose. C'est la force de l'art en général. C'est-à-dire que l'art, même quand il n'est pas forcément compris par le mental, il peut être compris soit par la psyché, soit par quelque chose encore qui nous dépasse. Absolument. Mais bon, alors moi j'avais lu Les Misérables, ça me parlait bien sûr, parce que ça parlait évidemment des conditions de pauvreté, et puis du fait que moi, encore une fois, mes parents étaient instituteurs, on était les plus riches, hein, donc c'était pas... mais la condition de pauvreté, je la voyais autour de moi. Et ça,
mes parents, encore une fois, étaient à l'époque marxistes et ils étaient dans quelque chose qui les émouvait aussi, hein, en termes j'ai comme deuxième prénom Louise parce que il voulait, c'était en correspondance à Louise Michel, donc c'était vraiment très important. Donc la commune, etc., c'était vraiment très important pour eux culturellement. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans le contexte de leur époque aussi. Mais donc ensuite, bah, ado, j'ai dévoré. Je suis passée rapidement en bibliothèque adulte parce que bibliothèque enfant, j'avais tout lu. Et bibliothèque adulte, du coup, j'allais chercher aussi les livres entre guillemets interdits. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Moi, des fois, je voyais la tête de la bibliothécaire, je disais oh là là, mon Dieu, et ça, c'était très drôle pour moi. Mais je savais donc tout le socle en fait dont je dispose maintenant, même en philosophie morale et politique, j'ai lu ça à 15-16 ans, j'ai peut-être pas tout compris à l'époque et des fois j'ai dû relire après, mais j'avais le socle, j'avais vraiment quelque chose qui m'avait en tout cas fait entrevoir que dans l'humanité, il y avait eu de très grandes œuvres, il y avait eu de très grands esprits et que c'était ça le chemin que je pouvais suivre. Voilà, c'est pas ambitionné, mais suivre parce Non, que puis c'est quelque une part, très il y a grande peut-être source une fin. d'espoir. C'est une très grande source Voilà. d'espoir de se rendre compte de ça. Et il me faisait du bien, et dans tout le noir ou tout le médiocre, parce que moi j'étais très responsable, très mûre, j'ai pas vraiment vécu une adolescence, j'ai pas fait la fête, quoi, donc c'était pas ça le contexte pour moi. Euh, et, euh, et j'avais même la sensation hein, que ma propre survie dépendait de moi. C'était une sensation que j'ai eue, parce que bah, malgré tout, ça tenait pas beaucoup debout autour de moi. Donc c'est vrai Oui, que j'ai envie de dire, c'est un peu le commun. Voilà, quand je parle avec des personnes qui ont ce genre de profil, c'est de pas forcément se sentir protégé parfois. Donc finalement, de voilà, développer des capacités adaptatives à tout niveau. absolument, absolument. Et donc de savoir que la protection eh ben, va dépendre de nous. Mais c'est aussi ça, je pense, qui fait que je suis aussi sensible aujourd'hui à la protection des enfants et aux adultes qui prennent pas leurs responsabilités pour protéger les enfants, parce que bah, quelque part, c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi. Hein. Tout simplement, il faut être honnête avec la place qu'on a Mhm. et voilà. Non, mais Et, c'est très intéressant. Et bah, tu me fais du coup la transition parce que j'aimerais bien parler de ton travail pour la protection des enfants. Tu as écrit un livre en 2017 hein, sur l'imposture des droits sexuels que j'invite tout le monde à aller lire ce livre, à en prendre connaissance, puisqu'en fait c'est un outil qui va vous aider à comprendre d'où vient ces propagandes qu'on est en train de traverser en ce moment, que ce soit à l'école ou que ce soit même voilà que enfin on peut parler de ce qui se fait de manière artistique aujourd'hui à la télé, au cinéma, etc. Ce qui nous pousse finalement à réduire les frontières entre l'adulte et l'enfant. Dans ce livre, tu décris justement certaines choses qui sont très intéressantes et tu prouves que c'est un plan qui vient de loin et qui remonte d'ailleurs. Enfin, je vais pas remonter à l'historique parce que l'historique vient de très très loin. C'est-à-dire que c'est des expérimentations qui datent de très longtemps, hein, même avant l'époque des nazis. Et tu parles finalement de cette feuille de route de l'OMS, hein, alors je vais vite en brèche, mais je vais te laisser après développer tout ça. Cette feuille de route de l'OMS qui finalement nous pousse à, donc comme on disait, réduire les frontières entre l'adulte et l'enfant et à nous pousser à la communication sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas communiquer avec des enfants qui ne sont pas en âge de pouvoir l'intégrer ou le comprendre. Voilà. Aujourd'hui, sur Internet, on voit énormément de vidéos là qui circulent ces derniers temps sur l'éducation sexuelle à l'école. On voit effectivement, alors j'en ai vu une dernièrement avec une infirmière qui s'exprime avec des termes devant des enfants qui n'ont que 8 ans. Alors moi j'ai un fils de 8 ans, j'imagine même pas mon fils devant cette infirmière. Je sais pas ce que ça susciterait ni en lui ni en moi d'ailleurs. Alors Ariane, est-ce que toi qui as analysé en profondeur ce sujet, est-ce que tu peux voilà nous en dire plus et pourquoi on en est arrivé à ça? bah, d'abord, j'ai analysé dans ce livre des textes, les textes de référence de l'OMS. Donc un texte qui s'appelle Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs, et un autre texte qui s'appelle La déclaration des droits sexuels du planning familial international.
euh, financé par Bill Gates, l'OMS aussi, hein. Donc voilà, juste petite information au passage. Euh, En fait, je venais pas de nulle part, encore une fois, parce que par contre, au départ, quand je me suis spécialisée, j'ai fait des études de lettres classiques, de philo et de psychologie. Et quand j'ai fait ma professionnalisation en tant que psychologue, je l'ai fait dans l'enfance maltraitée. Et ben, tout simplement, cette professionnalisation, elle m'a fait dire que je ne pourrais jamais travailler dans ces institutions. Jamais. Jamais. C'était à Marseille. Bon, voilà. J'ai vu des choses tellement perverses que je me suis dit, ça va pas être compatible, quoi. Après, j'ai rapidement compris que de toute façon, ça allait être compatible rarement, quoi, en fait, avec les institutions, que la seule façon euh, avec laquelle je pouvais bosser avec des institutions, parce que j'ai travaillé par contre beaucoup avec les institutions, mais c'était depuis l'extérieur pour dire ce qui n'allait pas et ce qui ne fonctionnait pas. Ça, c'était OK, on m'appelait pour ça. Moi, j'étais très bonne là-dedans. Et après, au revoir, quoi. Mhm. C'était ça. Euh, et voilà, d'ailleurs qu'ils prennent ou pas, hein, j'ai fait la même chose avec les entreprises, hein, qu'ils prennent ou pas, mais parce que la plupart du temps, en fait, le fait de nommer les choses telles qu'elles sont crée une sorte de réaction allergique et épidermique de l'institution et de l'entreprise. Mais moi, je savais que ça allait pas révolutionner l'entreprise que je faisais, ni les institutions. Mais je savais par contre que il y avait peut-être certaines personnes qui liraient mon rapport ou qui entendraient mon rapport et à qui ça ferait du bien. Donc Ouais. j'avais aucune illusion, hein, en faisant les rapports d'audit et d'enquête et tout ça, ou les supervisions. Voilà, j'ai beaucoup supervisé dans l'administration pénitentiaire et ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. J'avais aussi une clinique d'enfants à Marseille, voilà. Et j'ai découvert à l'époque plusieurs choses. Donc là, on parle des années 2010, etc. J'ai découvert que dans l'administration pénitentiaire, donc moi je donnais des supervisions aux travailleurs sociaux sur la région PACA, j'ai découvert qu'il y avait un établissement spécial à Casabiande en Corse pour les délinquants, les incestueux. Et je suis allée visiter cet établissement parce que comme j'avais en formation, j'avais des travailleurs sociaux que je formais à la prise en charge de la délinquance sexuelle. Et donc je suis allée visiter Casabiande. J'étais avec plusieurs proches. Il y en a qui ont pété les plombs, hein, complètement en voyant ça. Donc prison pour délinquants sexuels incestueux, bah en fait ils font de la permaculture, ils ont accès à la plage. Vous avez cherché, ça s'écrit Casa Bianda. Mhm. Ils ont accès à la plage. Bon bah ils ont droit à leur téléphone, etc. Enfin, à l'époque quand j'ai visité, et moi j'avais visité les Baumettes et on m'avait dit ah tu veux pas, chaque fois tu veux visiter, une fois c'était bon quoi, j'avais déjà suffocation. Et là j'ai découvert ça, donc j'ai le premier point d'interrogation. J'étais d'ailleurs avec ma collègue Amandine Lafargue, qui aujourd'hui, voilà, avec qui j'ai écrit Psychopathologie de la pédophilie. Donc en 2012. Et puis j'avais les signalements d'enfants, parce qu'évidemment quand on traite des enfants au cabinet, ben, on a plein de cas en fait, hein, de maltraitance et tout ça. Et puis dès cette époque-là, déjà j'ai vu la lâcheté des collègues qui vous envoient tout le temps les signalements parce que ont envie de les faire, parce que les emmerdes c'est pour soi-même et c'est pas pour eux. Et ensuite, j'ai surtout commencé à atterrir sur le système dans lequel nous vivions. Enfin, j'étais déjà pas très à un étage très haut, Mhm. mais bon, je vais pouvoir avoir quelques illusions sur la protection de l'enfance et tout ça. Et puis à un moment donné, je crois que c'est décembre 2012 où j'ai arrêté tous les suivis d'enfants suite à un signalement où je me suis dit c'est pas possible, c'est plus possible. Je peux plus être dans ce truc qui était que je me retrouvais avec des cas d'enfants battus ou maltraités ou violés ou incestés, etc. Je les signalais. Alors déjà, pour signaler, faut s'y reprendre plusieurs fois parce que le signalement, soit il passe à la trappe, etc. Ensuite, il y a des process qui font qu'à la fin, en tout cas sur ce cas-là, sur cet enfant-là, que j'avais énormément préparé parce que, en fait, quand un enfant parle, c'est très compliqué pour lui parce que il faut que déjà on comprenne bien ce qu'il nous raconte. Et puis ensuite, il faut qu'il ait une assise ensuite pour tenir dans sa parole face à des policiers, à des juges, et c'est pas évident. Je veux dire, il suffit que le parent exerce des représailles et c'est terminé. Il va se taire. Donc, moi, forte de ma naïveté de l'époque, j'étais quand même persuadée qu'avec les photos, le soutien de la mère, l'ensemble du dossier que j'avais et la parole de l'enfant que je signalais,
ça allait aboutir quand même. Et ben par exemple, je prends ce cas parce que ce cas il a terminé en fait pour moi beaucoup de choses. Et bien cet enfant à qui que j'avais encouragé en fait pour le signalement, donc je me suis sentie énormément coupable. Et bien l'institution a tout de suite supprimé le suivi psy avec moi. Première chose à faire, ils ne m'ont jamais interrogée. J'ai appelé moi le psychologue de la protection de l'enfance à l'époque qui m'a dit je suis d'accord avec vous mais je peux pas le dire parce que si je le dis je suis virée. Mmh. Et puis en fait l'enfant a été remis intégralement entre les mains de son prédateur et c'est ce qui arrive malheureusement bien souvent on m'a raconté après que le gamin il se défenestrait, il se flagellait à coups de ceinture, mais en fait ça préoccupait personne. Ouais. Et j'en ai eu un trauma, je me suis dit c'est terminé quoi, je vais faire les adultes, je peux plus me retrouver dans ce dilemme. En fait, à la fin, je me retrouvais dans un dilemme, si je signalais, c'était pire que si j'avais pas signalé. Oui, mais dans les deux cas, j'étais coupable en fait. Et donc, pour dire que je suis pas arrivée naïve sur les textes de l'OMS, mais enfin quand même, je ne m'étais jamais posé la question de l'OMS, mais et puis après, par la force des choses, j'ai eu aussi beaucoup de témoignages, beaucoup de suivis, de gens qui avaient vécu des choses atroces, de pédocriminalité, etc., dans les institutions. J'ai pu échanger avec des collègues qui vivaient des choses similaires. Enfin bon, tout ça m'a donné un peu plus de bouteilles. Donc voilà, j'ai abordé ces textes de l'OMS de façon très technique, c'est-à-dire comme si je faisais une étude de texte, comme je la faisais à Normal Sup, des textes voilà. Rhétorique et je me suis rendu compte que ces textes sous couvert de plus de liberté, plus d'émancipation, plus de je sais pas quoi, plus d'idéaux et tout, en fait ne donnaient des droits à la sexualité aux enfants, estimaient que les enfants étaient sexualisés dès la naissance, sexualisés, qu'ils avaient une sexualité, qu'ils avaient un consentement selon, entre guillemets, leur capacité évolutive, terme qui ne veut rien dire. Et que finalement c'était des textes, donc j'ai commencé à voir ces textes extrêmement tordus, puis du coup je me suis encore plus penchée sur ces textes. Moi je pensais y passer 3 jours au départ et en fait j'y ai passé des mois à regarder tout, à aller les regarder dans d'autres langues, à me dire mais je lis bien ce que je lis, à analyser, à tomber malade en fait aussi en me rendant compte de l'ampleur de la perversion de ces textes. Et qui, au premier abord, si vous lisez la version abrégée, si tu lis la version abrégée, tu vois pas du tout, tu vois rien. Tu te dis ah c'est super, super, tout le monde va être protégé, voilà, les jeunes filles elles vont plus faire des grossesses non désirées, etc., etc. Voilà. Et quand on met son nez dedans, on se rend compte de la monstruosité que c'est. Alors j'avais aussi été en contact avec l'experte d'Outreau, Marie-Christine Grison, auquel je recommande aussi son livre. Je connaissais le travail de Jacques Thomay, bon, donc j'étais quand même moins naïve, mais là, je me suis dit, là, c'est grave. Et donc, après, j'ai cherché les références scientifiques de l'ONU. Je suis tombée sur Kinsey, sur voilà, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, les références scientifiques de l'ONU, c'est... donc j'ai contacté Judith Reisman, professeure américaine de droit, avec qui j'ai pas mal correspondu à partir de 2017, et qui m'a expliqué qu'elle avait travaillé sur toute l'imposture de la dite révolution sexuelle, avec la soi-disant comportement sexuel de l'homme, etc. Et en fait, comment ça avait été des recherches menées par toute une équipe de pédophiles. Donc il y a des... pour qui, alors on retrouvait encore une fois l'idéologie de l'OMS, les enfants seraient sexualisés dès le ventre de leur mère. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms de ces pédophiles? Kinsey peut-être? Alors il y a oui, Alfred Kinsey. Je citais cette équipe parce que en fait cette équipe elle a été mise en place. Alors Alfred Kinsey, donc là on est après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un entomologiste, il étudie les insectes. Je crois que les insectes parasitent des végétaux, quoi. C'est ça sa spécialité quand même, faut bien dire. Et d'un coup, Rockefeller lui dit tu vas faire tu vas faire une étude sur la sexualité humaine à l'université d'Indiana. Excuse-moi, parce qu'il faut quand même bien préciser que justement la fondation Rockefeller, elle finance depuis le début
toutes ces expérimentations et toutes ces études, en fait. Ouais. Ça a été financé. C'était pour financer la plus grosse étude sur les comportements sexuels des Américains, etc. Et en fait, ce qui s'est passé dans la vie de Judith Reisman, pour bien comprendre, parce que évidemment, en plus, post-mortem, elle peut plus se défendre. Elle a accusé de tous les noms d'extrême droite, alors que c'était une juive dont la famille était morte dans la Shoah, enfin, ou homophobe, alors que moi, je lui ai fait une interview en 2017 ou 2018 où je lui pose la question, et c'était pas du tout ça son sujet. Enfin, son sujet, il était sur la protection des enfants. Donc bref, on se refait faire le portrait à chaque fois qu'on touche à ces sujets par des officines qui ont des trolls extrêmement puissants, hein, donc on les retrouve partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a des grandes équipes qui viennent nous diffamer, raconter n'importe quoi. Donc ce Alfred Kinsey, juste pour petite info, donc il détenait toute une collection de films de viol pour enfants. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était ce qui avait mené Judith Reisman à ça, c'est que sa fille avait été violée vers l'âge de 10-11 ans par un petit voisin. Et elle s'était dit, mais comment ça se fait qu'un gamin de 10-11 ans, l'âge de ma fille, en fait, il vienne violer ma fille, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et sa fille, elle s'est suicidée par la suite. Et elle s'était rendue compte qu'il disposait des revues de Playboy, en fait, en accès libre de son père. Il faut savoir que Judith Reisman a eu un procès contre Playboy, qui a été condamné, où il a été reconnu qu'elle disait vrai, et elle disait vrai sur la publication d'images pédopornographiques par Playboy. D'accord? Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Elle avait détecté des anomalies de nature pédophile dans les magazines, en fait. Hein, et elle a gagné son procès. Donc, parce que ce Hugh Hefner, qui était le fondateur de Playboy, il était à côté de l'équipe Kinsey. Alors, donc, et c'est pas du tout anodin, parce que les gens, ils croient qu'on est émancipé par la pornographie. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais en fait, la pornographie, ça n'émancipe pas du tout l'esprit humain. En fait, ça le polytraumatise, et ça réduit la sexualité à du trauma et à de l'addiction. Et donc, ça n'a rien à voir, en fait. Et il y a une grande confusion aujourd'hui, et on le sait, nous, les psys, la majorité des gens qui sont, et en particulier des hommes qui sont addicts à la pornographie, eh bien, ils sont impuissants dans leur vraie sexualité. Parce que ça a tout coupé, ça a coupé l'imaginaire, ça a coupé le rêve, ça a coupé la sensorialité, voilà, donc tout ça, il faut bien comprendre les circuits psychiques. C'était une petite parenthèse, parce qu'on nous fait croire qu'on est ringard, parce que on n'est pas très fan de la pornographisation, si je peux me permettre, de notre société. C'est pas exactement de ça dont ça parle. Alors, donc, Kinsey, il a violé des enfants pour faire ces fameuses recherches. Et donc, Judith, elle a trouvé tout ça, elle a entendu des témoins, et elle a aussi trouvé dans les propres études de Kinsey, et dans les propres déclarations de Kinsey, les soi-disant recherches sur la sexualité humaine. Alors, par exemple, elle va sortir une table 34 des propres recherches de Kinsey, dans laquelle un bébé de 11 mois a eu 14 orgasmes en 38 minutes. Un autre enfant, d'après lui, de 4 ans, aurait eu 26 orgasmes en l'espace de 24 heures. Mais, quand même, je voudrais donner la définition de l'orgasme selon Kinsey. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, il faut que je la donne, cette définition. Parce qu'elle est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, en attendant que je la trouve, dans un chapitre de son livre Sexual Behavior in the Human Male, Développement en activité sexuelle précoce, il affirme pouvoir démontrer que le plus petit des bébés a la capacité d'avoir un orgasme, hein, donc dès 0 ans. Hein, c'est pour ça qu'on va retrouver ça. Voilà. Alors, la définition de l'orgasme selon Kinsey, hein, un bébé agité se calme dès la première stimulation sexuelle, perd tout intérêt pour d'autres activités, entreprend des poussées pelviennes rythmiques, se tend à l'approche de l'orgasme pris de convulsions, souvent agité de violents mouvements des bras et des jambes, et pleure parfois au moment de l'orgasme. Il a le regard vague, fixe et vide, et il est pris de spasmes soudains. Ouais, donc la définition de la souffrance, de la dissociation, de tout quoi en fait, de tout l'arsenal du trauma en fait. Tout l'arsenal du trauma. Et on a, après je peux continuer d'autres déclarations, mais c'est juste pour expliquer bien aux gens dès maintenant qu'en fait cet institut Kinsey, déjà il est validé par l'ONU. Ensuite il a engendré un truc qui s'appelle SIECUS, SIECUS, qui est l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey, et qui est la référence de l'OMS, et qui est ce qui a créé l'éducation sexuelle et l'éducation à la sexualité. Parce que comme je le rappelle,
Ce n'est pas compatible. On ne peut pas éduquer. La question de la langue, elle est extrêmement importante. Parce que si on commence à nommer mal des choses, on va rentrer dans une période... Tout est basé là-dessus. On n'est que dans la novlangue, voilà. On n'est que dans la manipulation par la langue, en fait. Tout passe par le langage. Donc quand je dis il faut pas utiliser ces termes, on pense tout de suite que je suis quelqu'un qui veut pas protéger les enfants et qui veut pas faire de la prévention. C'est le contraire en fait. Je veux absolument protéger les enfants de ces traumas précoces. Ce qu'il faut bien savoir, alors évidemment pour les références de l'OMS, il n'y a aucune psychologie de l'enfance, ça n'existe pas. De toute façon, la psychologie, ça n'existe pas. La vie psychique, les sentiments, les émotions, le rêve, tout ça, c'est quoi? Leur définition de la sexualité, quand on regarde, c'est un truc mécanique de bouchage de trous. Il n'y a aucune poésie, aucun rêve, aucune relation humaine, en fait, tout simplement. D'ailleurs, dans les manuels Hachette, il est recommandé un site qui s'appelle On s'exprime. Non, mais voilà, j'allais rebondir tout de suite là-dessus. Dès que tu m'as parlé de ça, j'ai pensé à ça. Voilà. Ce site, il est infect. C'est un site, voilà, il faut aller le voir, même si c'est pas quelque chose que je recommande, mais aller le voir pour en prendre connaissance. Il faut savoir que c'est Santé publique France qui publie ça, voilà, et c'est à disposition, déjà de tout le monde, mais on va dire c'est destiné aux pré-ados, et c'est un site crypto-pornographique. Et puis, voilà, on peut faire des origamis avec des positions, on voit les organes génitaux nus, etc. Donc tout ça, alors, en fait, la sexualité selon l'OMS, c'est mécanique et c'est ce qu'ils appellent le plaisir. Mais c'est important parce qu'après, le plaisir, vous avez vu, c'est la définition de l'orgasme de Kinsey. En fait, c'est du plaisir traumatique. Et ça, c'est important. Et j'ai envie d'en parler parce que c'est hyper pervers. On sait que... après, je reviendrai sur des citations quand même des collaborateurs de Kinsey parce que c'est pas mal. Mais quand quelqu'un est traumatisé, quel qu'il soit d'ailleurs, pas seulement le trauma sexuel, son organisme peut déclencher des drogues, des hormones pour gérer le trauma. Donc, il va envoyer des trucs extrêmement puissants. On le sait, par exemple, ça peut arriver dans l'accouchement sans péridurale. Ça peut arriver, donc la douleur, on sait que pour les femmes, elle est extrêmement intense. Donc, il peut y avoir des, entre guillemets, orgasmes qui peuvent être envoyés par l'organisme pour anesthésier, en fait, la douleur. Donc, ce qui se passe avec ces textes de l'OMS, c'est on va projeter un enfant sexualisé. On va le traumatiser. Comment on va le traumatiser? Par tout le contenu, en fait, des standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Il y a une matrice avec des âges. On prendra peut-être des exemples. Je voudrais terminer vraiment mon raisonnement, que les gens comprennent bien. Quand on va traumatiser un enfant, plus on va le traumatiser de façon précoce par une personne ayant autorité sur lui, plus c'est grave, parce que moins il a de capacité psychique justement pour pouvoir rebondir et faire face à ça. Et en fait, l'organisme peut déclencher, effectivement, entre guillemets, du plaisir. Ce qui crée une culpabilité énorme chez les victimes, mais n'enlève rien à la transgression et au trauma. On sait aussi que des personnes qui vivent des tortures extrêmement violentes peuvent déclencher ces mécanismes-là. Certains en deviennent même addicts. Et voilà, dopamine, addiction, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, pour nous, un des critères pour des psys, excusez-moi, normaux, qui ont suivi un cursus normal en psychologie du développement de l'enfant, eh bien, un des critères d'un enfant qui est transgressé sexuellement, c'est qu'il ait des conduites sexuelles. C'est-à-dire clairement, par exemple, des masturbations compulsives. Ce n'est pas normal. C'est un indicateur. Mais là, avec l'OMS, bien évidemment, donc on va fracter, puis après l'enfant va avoir des masturbations compulsives, on va dire, mais voyez, ils sont sexualisés, c'est ces psy-là, c'est des vieux requins, voilà, ils savent rien. Et puis ils comptent aussi sur le fait que, avec tous les outils qu'ils ont pour envoyer leur propagande à travers le monde, forcément, ils créent du traumatisme par l'écran, par énormément de biais. Ce qui fait que finalement, ils se disent que le temps jouera en leur faveur, puisque plus on avancera, plus les gens seront traumatisés, plus les enfants seront traumatisés, et plus finalement on finira par accepter. C'est tout à fait ça. Alors Judith Reisman avait travaillé d'ailleurs, peut-être on donnera les liens, mais elle avait fait sur les vidéos traduites en français. Elle avait travaillé sur les symboles, enfin les subliminaux chez Disney.
dans les dessins animés, etc. Et c'est quand même très important, c'est-à-dire qu'on est effracté par des images, même si c'est effracté de façon subliminale. Bien sûr, ça, Et, c'est pour expliquer aux gens, il faut comprendre que des personnages comme Mickey, etc., déjà à la base, si vous voulez, le début, lorsqu'il commence à dessiner le début du personnage, c'est un sexe d'homme, etc. Puis ensuite, on lui fait des oreilles, des trucs, et ça donne un Mickey, par exemple. Et ça, vous pouvez regarder. Alors, j'essaierai de mettre un lien en dessous pour que les gens y comprennent. Mais il y a énormément. Alors après, il y a énormément de messages subliminaux dans les dessins animés de Disney depuis déjà les années 50. Ça date pas d'aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver ça très facilement. Voilà. oui, alors voilà, et puis elle l'a très bien expliqué aussi donc à l'époque. Alors si je reviens un peu sur déjà peut-être sur nos collaborateurs de Kinsey, quelques citations quand même que je trouve, j'aime bien répéter. Alors une de Paul Gebhardt, son collaborateur de recherche, qui a écrit dans un livre, un exemple de notre nature criminelle et notre refus de coopérer avec les autorités pour arrêter un pédophile que nous avions interviewé et qui était recherché pour crime sexuel sur un enfant. L'échantillonnage Kinsey pour ses recherches, sur 4120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés, dont 1600 des délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. On a un autre collaborateur, Pomeroy. Alors lui, il a été dans la haute direction de Siecus. Lui, il faisait la promotion de la zoophilie. D'accord ? Et puis, alors ce même Pomeroy, très important, il a à un moment donné eu un procès. Ça, c'est important, je vais retrouver l'information. Il a dû être interrogé dans un procès. Et alors lui, il fait partie des concepteurs des programmes scolaires d'éducation sexuelle qui ont inondé ensuite les États-Unis. Alors c'est en 1980. Il témoigne en faveur d'un pornographe au cours d'une affaire judiciaire. Il reconnaît qu'il avait recherché des fonds de la part de la pornographie pour produire sa propre pornographie impliquant des enfants. On a un autre collaborateur très important, le créateur de la théorie du genre, John Money. Alors lui, clairement, il prône la pédophilie. Dans un article de septembre 1987, Journal of Pedophilia, voilà. Donc c'est clair et net. C'est même pas, voilà, il n'y a pas de voilà. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que, bon, après, il y a aussi des collaborations avec des nazis pédophiles. Hein. Il y avait beaucoup de nazis qui étaient pédophiles, mais il y en a un notamment qui a été condamné. Hein, et tout le monde savait, on a des journaux de l'époque, etc., qui disent bien qu'il correspondait avec l'Institut Kinsey pour donner ses recherches. Hein. Donc, Van Baluzek, il s'appelait, cet officier nazi, et cet officier nazi, il faut, excuse-moi Ariane, il faut que les gens quand même comprennent que c'est des expériences qui ont commencé avant, déjà avant les nazis, puis ça a été perpétué par les nazis. Certains nazis ont été exfiltrés par la suite aux États-Unis pour continuer leurs expériences par la suite, mais ça a commencé avant les nazis avec une école anglaise, etc. Enfin, ça part de très très loin cette histoire. Ça part de très loin. Et alors, mais pourquoi? Peut-être parce que tu parlais du trauma, mais en fait, il faut bien expliquer que le trauma le plus violent, le plus insoutenable, c'est le trauma sexuel. C'est-à-dire celui qui crée le plus de dissociation. Qu'est-ce que c'est que la dissociation? C'est important, peut-être on peut juste oui, c'est important que les gens comprennent, oui. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les parents n'arrivent plus à protéger leurs enfants, ils sont dissociés. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Donc il y en a qui parlent de MKUltra, ce sont des programmes de la CIA, mais la question de la dissociation, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'expliquer. Quand on est face à un choc de son intégrité, et notre sphère intime, c'est l'endroit de notre intégrité le plus important. Donc c'est le choc le plus violent qu'on puisse avoir, les fractions traumatiques la plus violente. Quand on est face à un choc où on a l'impression qu'on va mourir, ou qu'on va être désintégré, ou notre intégrité est menacée, eh bien, il y a un arrêt, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sidération. Il y a un arrêt de toutes les fonctions, qui ne va pas durer forcément longtemps. Il y en a certaines qui ça va durer plus longtemps que d'autres, et ça dépend des personnes. Ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire, en termes basiques, la personne, elle va être restée scotchée. Donc c'est le fameux temps de latence où on dit mais pourquoi cette femme violée elle n'avait pas réagi, etc., etc. Bah ouais, mais parce qu'elle était scotchée, donc elle était sidérée. Et à ce moment-là,
après, c'est comme un court-circuit. Moi, j'aime bien pour cette image-là, c'est celle qui me parle. C'est comme si tous les fusibles allaient sauter dans la maison. Et après, il y a les fusibles, ils vont reprendre les uns après les autres. Mais pas tous, c'est-à-dire pas les fusibles, les appareils. C'est-à-dire, le frigo va s'enclencher, puis après le congélo, mais il y a une disharmonie, ça marche plus ensemble. Et le grille-pain, il a cramé. Comment on fait, etc. Et donc, ça... Finalement, il y a des fonctions du cerveau qui sont éteintes, qui vont s'éteindre. Avec le phénomène aussi d'amnésie traumatique et avec le fait que le traumatisme va pouvoir se loger quelque part pour pouvoir survivre, etc. Absolument. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle cette dissociation de la représentation et de l'affect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair que le fait de penser ou de se souvenir de la situation n'est plus au même endroit que les émotions associées à la situation. Donc, ça donne par exemple 2 types de profils qui peuvent vivre un même trauma, mais de façon complètement inversée et en même temps finalement être tous les 2 victimes de dissociation. Un va être dans l'amnésie partielle ou totale, c'est-à-dire il se souvient plus de rien. Par contre, il a une angoisse, là, il peut plus, il va commencer à avoir des addictions, etc. pour calmer cette angoisse. Il va falloir que, il fume 40 cigarettes par jour pour, etc. Voilà. Mais il sait pas d'où vient cette angoisse. Et l'autre qui se souvient de tout, mais qui n'a aucune émotion. Mais sauf que ça n'a pas disparu. Il n'y a pas de magie en psychologie, ça n'a pas disparu. Ça va se mettre ailleurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument créer cette dissociation pour prendre du pouvoir sur les gens. Un prédateur, il a besoin de créer cette dissociation pour transformer les gens en automates. C'est très important. Et en fait, il va y avoir aussi d'autres mécanismes qui sont complexes, que j'explique dans un prochain livre qui paraîtra en septembre. J'ai tout posé sur la table, tout ce que j'avais compris. Après, je suis à mon max, je ne pourrais pas vous en donner plus sur le sujet. On croit toujours, mais finalement, à un moment, il y a encore quelque chose qui arrive, mais bon. Mais en fait, si on est en disharmonie interne, eh bien, on est manipulable. Soit par les émotions, soit par les mots. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ensemble. Les appareils ne fonctionnent plus ensemble. C'est ça la dissociation. Et donc, ça crée des compartiments qui ne communiquent plus ensemble. Ça veut dire que vous allez avoir par exemple la manifestation de ce qu'on appelle un mécanisme qu'on appelle le clivage. C'est-à-dire que la personne, je sais pas moi, elle est en train à fond, ça fait toute sa vie, elle s'est battue pour la reconnaissance des droits humains, les libertés fondamentales, etc. Puis arrive le Covid et puis c'est pas un clivage. C'est un clivage. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ça vient taper un endroit qui est traumatique, donc la personne elle est éjectée et elle n'arrive plus à faire exercer sa capacité de réflexion. Et je pense, mais je le pense depuis très longtemps, je pense que nous avons une population, et on en a un petit peu parlé, de polytraumatisés, mais notamment de polytraumatisés sexuels. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, c'est quelque chose que Freud avait sorti fin 19e siècle. Après, il s'est pris les coups de bâton. Il a vite compris qu'il fallait faire marche arrière. Ah oui. Mais il a quand même dit dans sa correspondance, et que pour lui, la quasi-totalité des maladies mentales venait de transgressions sexuelles infantiles. Alors après, il a fait machine arrière et on en paye le prix encore aujourd'hui, donc c'est assez gravissime. Ceci étant, j'ai quand même à chaque fois envie de rappeler que les tordus du pouvoir ne peuvent pas faire le trafic de textes, parce que dans les textes de Freud, il est quand même écrit que si on parle et que si on essaye de conduire, de parler à la sexualité à un enfant, on le rendra inéducable. Hein. Il l'écrit qu'il faut éduquer l'enfant au dégoût, à la morale, à la pudeur. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est dans ces textes. Donc c'est juste pour leur dire, ça vous pouvez pas. Peut-être utiliser Kitson, mais lui, même s'il y a des trucs qui vont pas, vous pouvez pas. Ah bah oui, ils aiment bien l'utiliser à leur propre. C'est important parce qu'il raconte n'importe quoi. Ouais. Et même sur l'enfant pervers polymorphe, à un moment donné, il dit bien, la phrase c'est « L'enfant peut devenir pervers polymorphe sous l'influence de la séduction adulte. » Comme ça, on va en venir. Donc voilà, c'est important, parce que moi je suis une érudite, comme tu l'as dit, et ça veut dire que je vais dans les textes, et par contre j'y vais à fond. Hein. Et s'il faut que j'y aille dans la langue originelle, j'irai dans la langue originelle. Hein, et c'est pas un problème. Alors après, on a eu un autre disciple de Freud qui s'est fâché avec lui quand Freud a fait ses rétractations, qui s'appelle Ferenczi,
et qui, lui, a dit, mais c'est pas possible, avec l'ensemble des transgressions sexuelles qu'on entend dans nos consultations, on se rend compte que c'est majeur, en fait. Les gens, ils viennent pas forcément pour ça. Mais lui, il a travaillé sur le traumatisme. Et en particulier, il a écrit un texte très important qui s'appelle La confusion des langues entre l'adulte et l'enfant, et qui parle de la confusion entre l'adulte qui projette, l'adulte pervers qui projette sa sexualité sur l'enfant, et l'enfant qui est juste dans un appel de tendresse, en fait. Et donc, il y a des confusions pas possibles et des interprétations. Et ensuite, on a eu Alice Miller qui nous a parlé des racines entre le totalitarisme et les éducations maltraitantes. Mais moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on soit beaucoup dans des éducations à la dure et maltraitantes comme à l'époque. Donc, ayant aussi moi-même entendu énormément de gens depuis très longtemps dans ma clinique, et qui ne viennent pas pour ça, mais à un moment donné, on tombe et on se prend les pieds dans le tapis avec cette affaire. Et quand j'ai dit abus sexuel, c'est par exemple avoir été témoin de quelque chose, avoir eu un type, un exhibitionniste à la sortie de l'école. C'est déjà ça. C'est pas forcément le truc extrêmement trash. Le truc extrêmement trash, il existe aussi. Et donc finalement, il y a pas de différence entre voir ce type à la télévision ou le voir à la sortie de l'école, puisque en fait, le cerveau, il filtre pas l'information de l'image. C'est-à-dire que c'est la rationalité qui, après coup, va dire ça, ce que tu as vu, c'est faux. Mais la première chose, il absorbe l'image. C'est du direct et le cerveau, il est passif devant l'image, quel que soit. C'est pour ça que la numérisation dans les écoles, elle est extrêmement dangereuse, parce qu'en plus, ça rend les enfants passifs. Alors que quand on se met en lecture ou en analyse grammaticale, ou etc., on est obligé de faire fonctionner ses neurones. Et donc, le fait de subir une image, bien évidemment, en plus sexualisée. Alors, j'ai lu, il y a 2 jours, je suis tombée sur un doctorat justement sur le sujet, qui dit clairement, donc l'étude est, mais on le sait, basiquement, quand on a du bon sens, on le sait, je veux dire, mais bon, il va falloir les démontrer. Moi, j'aime bien les gens, encore une fois, je suis grandie avec des gens simples, et je me dis que l'érudition, elle doit rejoindre le bon sens des gens simples. Si à un moment donné, ça, c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un truc qui a pas fonctionné. Il y a eu un truc, qu'on est parti trop dans la rationalité délirante, justement. Oui. Et donc, parce que le terre à terre, l'expérimentation, c'est quand même là qu'on constate si l'enfant il va bien ou pas après, quoi, à un moment donné, certaines choses. Donc, ce doctorat dit que le fait de montrer à des enfants des images à caractère sexuel crée des traumatismes, qui créent des addictions sexuelles, qui créent toutes des problématiques ensuite plus larges de dépendance, et qui crée des problématiques de conduite impulsive à l'âge adulte. Donc déjà, il faut bien comprendre aussi que toute cette histoire d'éducation sexuelle, c'est financé derrière par aussi tous ceux qui vont en profiter, hein, c'est-à-dire tous ceux qui ont vu un grand marché de consommateurs chez les enfants. Ouais. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te diront oui, mais il faut de la prévention? Oui, mais c'est exactement mon discours, n'est que de la prévention. C'est-à-dire que la prévention, c'est l'inverse d'initier l'enfant à la sexualité. Les adultes n'ont pas à initier les enfants à la sexualité, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que le monde de l'enfance, c'est celui dans lequel on construit notre sécurité intérieure, que la pulsion sexuelle, on le sait, est la plus puissante qui soit, et que précisément, elle n'arrive qu'en dernier, entre guillemets, à la puberté, parce qu'il faut avoir construit des garde-fous avant à tout le reste. C'est-à-dire, garde-fous, c'est la rationalité, le fait de pouvoir raisonner, le fait de pouvoir différer, apprendre à gérer ses frustrations. Tout ça est extrêmement important, parce que quand la pulsion sexuelle va émerger, elle est extrêmement puissante, et effectivement, si on n'a pas mis en place tous ces garde-fous, eh bien, on est débordé, on est dépassé par elle, soi-même. Or, une civilisation, c'est à peu près tout l'inverse de on saute tous dessus en permanence. Elle se construit d'abord sur la pudeur, sur la vie intime. Précisément parce que pour pouvoir construire une pensée politique, devenir un citoyen, et bien, il faut avoir un univers intime. Justement, où on va expérimenter cette fameuse transcendance, en fait. Hein, Tu vois, on parle du langage, excuse-moi, on parle du langage et d'une manière innée, tout le monde va parler de l'intime, tu vois.
on parle pas de l'intime pour rien du tout finalement. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'intime qui devient public et qui devient public avec tout et n'importe quoi et n'importe qui? Absolument, absolument. Je vais finir sur la deuxième raison et on reparle de l'intime. La deuxième raison, c'est que toute civilisation, ça, on le sait depuis l'anthropologie, c'est-à-dire en fait pour être civilisé, pour pouvoir avoir des relations civilisées entre nous, eh bien, il faut au moins 2 interdits fondamentaux, qui sont l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre. L'interdit de l'inceste, c'est la génération d'avant n'a pas à venir instruire, éduquer, initier. Ça, c'est des discours de pédophiles. Hein. Les discours de pédophiles, c'est toujours ah bah, je vais lui faire moi son éducation sexuelle, comme ça sera mieux fait que si c'est quelqu'un d'autre. Non, mais en fait, il y a quelque chose qui est l'initiation propre de cette génération, qui, quand elle va atteindre l'adolescence, elle va trouver ses chemins pour cette initiation. Et c'est très important. Et qu'on puisse, au contraire, poser des bases de respect, des bases des valeurs, en fait. Justement sur le fait que, pour moi, en tout cas, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand espace de libération, c'est la sexualité dans l'amour, dans une relation qui est spiritualisée. C'est aussi le plus grand endroit où on peut souiller et violer l'être humain. Et donc c'est pour ça que c'est si important en fait. Parce que quand on va casser, quand on va venir broyer les enfants, on va les empêcher totalement d'avoir accès à la transformation également de cette pulsion. Et ça, bah c'est encore Freud qui nous le dit. Moi je prends les choses où elles m'intéressent, de temps en temps il y a des trucs qui m'intéressent. Oui, bien sûr, il faut. Il nous dit la pulsion sexuelle ne doit surtout pas être réveillée chez l'enfant parce qu'elle doit être sublimée. Ça veut dire il va falloir transformer la puissance de cette énergie pour en fait des autres œuvres spirituelles de civilisation. Et il va prendre comme par exemple Léonard de Vinci, mais on pourrait prendre Michel-Ange, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à canaliser, donc avoir mis tous ces garde-fous, on se retrouve, voilà. Alors, une société qui viole l'interdit du meurtre et viole l'interdit de l'inceste, plus, moi j'ai rajouté 2 autres piliers à la maison, c'est la différence des générations et la différence des sexes, c'est-à-dire la sortie de confusion, hein, eh bien c'est une société qui n'est plus une civilisation, qui va sombrer dans la barbarie. C'est tout. Je suis totalement d'accord. La norme, c'est la transgression, et c'est la norme de l'OMS. Alors, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, parce que c'est énormément de choses à dire, je suis désolée, mais... Non, c'est très, très, très intéressant. C'est que ces textes ne sont pas consultatifs, ils sont obligatoires. L'OMS a mis la main sur les nations. On l'a vu. Enfin, tout le monde l'a vu. Combien de nations n'ont pas suivi? J'aimerais juste parler de l'OMS une petite minute. Il faut que les gens comprennent une chose. C'est que depuis maintenant des années, on parle de nouvel ordre mondial, etc. On nous dit qu'il va y avoir un gouvernement mondial. C'est même pas caché. Je veux dire, Jacques Attali, il en parle toutes les semaines. Il y a pas de souci avec ça. Il faut que les gens comprennent une chose. C'est que la clé de ce gouvernement mondial, c'est le sanitaire. L'histoire qu'on vient de traverser avec le Covid, etc., c'était aussi une tentative un petit peu de mainmise sur les populations et pouvoir commencer à construire ce nouveau gouvernement mondial. Si vous lisez un petit peu les gens qui ont écrit là-dessus, que ce soit Kissinger, Rockefeller, etc., ils parlent de cette mainmise sanitaire pour pouvoir accéder au gouvernement mondial. Donc l'OMS finalement pour le gouvernement mondial, c'est pour l'instant c'est comme si c'est comme la Maison Blanche. Voilà, c'est-à-dire que on est obligé de passer par ça pour gouverner. On est obligé de passer par l'OMS. Et c'est pour ça que l'OMS est très 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 active pour pouvoir justement commencer à uniformiser les gens et à essayer de remettre des nouvelles fondations et créer, entre guillemets, une nouvelle humanité qui sera basée, comme tu l'as bien dit, sur la dissociation, sur le traumatisme et sur le manque d'ancrage finalement, pour que les gens n'aient pas forcément tous les moyens nécessaires pour pouvoir prendre des décisions et finalement pour leur laisser tous les leviers et pour finalement devenir des esclaves.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, l'éducation sexuelle, c'est une sous-catégorie des droits sexuels. Il faut bien comprendre que les droits sexuels, c'est une inversion, encore une fois, dans le langage de la question du droit, parce que la loi, elle vise à protéger l'intégrité des individus et à dire tu n'as pas le droit de faire ça, et non pas tu as le droit de faire tout ce que tu veux quand tu veux. Et là, le droit, alors quand même, je donnerai une indication supplémentaire après, mais il faut savoir que la France en 2015, les financements français représentaient plus du quart des ressources disponibles au siège de l'OMS pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Et eh bien, en 2022, Macron il nous fait un discours en disant qu'il a doublé ses contributions financières. Et il nous explique dans ce discours que ça sera une seule santé. Donc, il faut bien comprendre, éducation sexuelle, droit sexuel, catégorie, droit sexuel et reproductif, parce que ça aussi, c'est une grosse partie on ne peut pas du tout négliger hein, la suppression de la reproduction naturelle, en clair, hein, c'est clair. Ensuite, ça fait partie d'une catégorie qui s'appelle la santé sexuelle, comme si il y avait une santé de la sexualité. C'est un truc de l'OMS. Et puis au-dessus, c'est la santé. Et Macron nous dit dans son discours que l'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et que c'est une approche, une seule santé. Une seule santé. Ah ouais. Et en plus, il nous dit dans ce discours que... c'est une nouvelle religion, hein, finalement. C'est ça. Des moyens financiers et des moyens sous forme d'accès aux données. Que l'État français donne nos données à l'OMS. Voilà. Donc, ce qu'il faut... Alors, on va pas faire le lien aujourd'hui, mais il y a un lien très, très direct avec le transhumanisme. Oui. Oui, voilà. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un lien direct. On pourra en reparler. Discours, quand même, il faut citer les fins de ce discours, une science libre, ouverte, indépendante de toute pression politique. La novlangue, voilà, on dirait une phrase dans 1984. Il y a certains anciens tyrans qui seraient très envieux, là. Ah ouais. Alors voilà, je prends une définition de l'ONU-SIDA, parce que l'ONU-SIDA nous a pondu un rapport pour la dépénalisation des crimes sexuels. Alors c'était une définition de 2017. On entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but ou pour effet de compromettre la jouissance par tous les individus. Vous avez compris ce que c'est que le droit sexuel ? Voilà, c'est ça le droit sexuel. Le droit sexuel, c'est le droit à ce qu'on ne me limite pas dans mon plaisir sexuel. Oui. Et puis forcément, les gens comme toi, forcément, ils vont être taxés de tout et n'importe quoi. En fait, tu leur empêches de s'épanouir. C'est ça, c'est leur épanouissement sexuel, c'est ça. Donc, par exemple, ONU-SIDA, donc là, le 8 mars 2023, sous couvert de protection des droits de l'homme, estime que il faut dépénaliser les délits liés au sexe, à la consommation de drogue, au VIH, à la santé sexuelle et reproductive, au sans-abrisme et à la pauvreté. Et il appelle à la dépénalisation des relations entre adultes et mineurs à condition que ces derniers soient consentants. Oui, fabrique du consentement. Il fabrique le consentement. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, c'est d'un machiavélisme en termes de manipulation. C'est-à-dire que nous, toute cette affaire, elle est arrivée par l'éducation nationale, on nous a vendu de la prévention, etc. Et au départ, ça avait l'air d'être ça. Moi aussi, pendant des années, j'ai cru que le planning familial, c'était sympa. Je veux dire, j'ai cru ça. Puis il y a des gens sympas dedans de temps en temps, en fait. C'est aussi ça, le truc. Sauf que, juste pour revenir, par exemple, sur le planning familial, pour bien montrer que c'est mis depuis le départ, le planning familial, déjà, il était mis dans l'équipe Kinsey et dans l'équipe Siecus des programmes scolaires d'éducation sexuelle. On a une dame qui s'appelle Mary Calderon, qui était directrice médicale du planning familial et qui est devenue la première présidente de Siecus. D'accord ? Et alors, cette dame, donc, Siecus, c'est 1964, la création. Objectif, enseigner l'idéologie de Kinsey comme éducation sexuelle dans les écoles.
Alors, donc elle était évidemment tout à fait partisane des recherches de Kinsey, et elle va, je prends une citation, je sélectionne et je cite toujours les mêmes tellement elles sont impactantes et à mon avis suffisantes. Elle s'exprime en 1980 lors d'une réunion annuelle de l'Association des médecins du Planned Parenthood, donc c'est le planning familial, et elle va dire, et c'est paru dans une revue de gynécologie obstétrique, elle va dire de façon que le planning familial a pour mission de permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants, et que c'est l'objectif principal de CEPUS. Voilà. Alors voilà. Alors moi, en 2017, j'ai quand même essayé de bouger beaucoup d'associations, etc. Et on m'a dit que effectivement, le planning familial ne posait pas d'âge minimum pour un consentement à la sexualité. Et moi, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous leur dites rien en réunion? Et ben non, puisque c'est le programme de l'OMS, en fait. Donc finalement, la feuille de route est bien suivie. Alors, ces derniers temps, on sent qu'il y a entre guillemets, une accélération un petit peu du plan. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui sortent un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, etc. On voit aussi alors des vidéos qui circulent beaucoup. Ces drag queens qui viennent, qui viennent lire des histoires en fait aux enfants et parfois qui se livrent à des shows obscènes en fait devant les enfants. Bon, ce qui est aberrant, c'est qu'il y a les parents avec, souvent. Et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, c'est-à-dire que des parents soient capables d'accepter en fait que leurs enfants ils soient spectateurs de pareilles choses? En fait, j'ai juste envie de dire quelque chose avant. C'est-à-dire ce qu'on a vu avec, en mars 2020, là, débarquer en fait des tas d'influenceurs dans tous les pays, tenir les mêmes discours, etc. Eh bien, on va le voir à chaque fois sur chaque nouvel endoctrinement idéologique. Donc d'un coup, on va voir apparaître une problématique dont personne ou presque ne parlait auparavant. Et puis, ça vient ou la guerre en Ukraine, voilà, ça vient prendre tout le devant de l'écran. Et il y a des répétitions, 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 répétitions. Et ça va alimenter, donc il y a des gens qui sont plus perméables que d'autres, qui sont aussi très soumis à ces médias, justement à ces écrans, etc., qui vont eux-mêmes devenir des agents influenceurs des autres. Et finalement, on va toujours tourner dans les mêmes, dans les mêmes sujets. Donc, bah voilà, en ce moment, on voit bien que c'est le sujet. Donc, il y a ce déferlement d'idéologie. Ça, c'est un premier point important. Moi, je pense que, aussi, en préambule, avant de répondre à ta question, c'est le discours « Nous sommes en guerre » de Macron a été une déclaration de guerre. Effectivement. Et je pense qu'il faut la prendre très au sérieux contre les peuples. Et je pense que effectivement, comme en guerre, on va aller affaiblir l'ennemi, entre guillemets, là où il y a ses forces, c'est-à-dire, et bien évidemment, les soins, hein, les soignants, les pompiers, etc., etc. Et je pense qu'il faut aujourd'hui regarder comme ça cette situation. Il y a effectivement une guerre et elle est menée contre les peuples. Ça, c'était aussi un point que je voulais dire. Pourquoi les parents laissent faire? Parce qu'il y a déjà cet endoctrinement de masse. Donc, ils sont déjà eux-mêmes, sans doute, en état second. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quand vous avez été dissocié plusieurs fois, vous fonctionnez sur un mode automate. Donc, vous allez bosser, mais en mode robot. C'est le protocole. C'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est la fête au protocole permanent. Parce que le protocole, il empêche de réfléchir. Le protocole, c'est, ah bah oui, mais j'ai coché la case, j'ai rempli le truc, je sais pas où ça va après, mais quelque part, ça m'est égal, quoi. Donc, voilà, c'est plus mon sujet. Mon sujet, c'est la microcase dans laquelle je me situe. Et ça me rassure de savoir que je suis dans une microcase à appliquer un protocole. Parce que comme ça, j'ai pas à réfléchir. Et donc, c'est pour ça que on est dans cette société du protocole. Et les gens fonctionnent en mode automate par les polytraumatismes qu'ils vivent eux-mêmes, et au point où il y a aussi cette fameuse soumission à l'autorité, cette fameuse soumission de masse, qui fait qu'on a très très peur d'affronter le groupe. C'est très dur d'être un individu qui tient debout tout seul. On sait ce que ça coûte très cher. C'est très difficile, et parfois, quand on dit la vérité, eh bien, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux à assumer de casser l'hypocrisie sociale.
Et cette hypocrisie sociale, elle est de plus en plus grande parce qu'il y a de plus en plus de relais, effectivement, de ces médias et qu'il y a des sujets, il faut surtout pas en parler. Moi, je le vois avec mes collègues, l'OMS, il faut surtout pas en parler, quoi. C'est vraiment un truc, c'est pas possible, quoi. On veut bien parler un petit peu mais ça fait trop peur, on a peur. Oui, parce On a que peur d'être... finalement, de temps en temps, on peut voir ici et là sur certains plateaux télé des personnes qui interviennent, on va dire en faveur ou bien contre un petit peu, mais en fait contre cette éducation à l'école un peu agressive là, enfin beaucoup agressive. Mais je trouve qu'elles sont tièdes à chaque fois. C'est-à-dire qu'elles vont pas au fond du sujet. Mais finalement, c'est un peu. Alors souvent c'est malgré elles. Je dis pas le contraire. C'est-à-dire que on a toujours une forme d'opposition contrôlée parce que les gens sont contrôlables. C'est-à-dire les gens qu'on fait intervenir sont contrôlables, etc. Tu vois. Et finalement, à chaque fois, je me dis bon, c'est une personne comme toi qui va au fond des choses, qui devrait intervenir pour pouvoir pour pouvoir expliquer aux gens et faire comprendre les enjeux en fait de cette histoire d'éducation sexuelle à l'école. Oui, je sais, mais on a les bâtons dans les roues tout le temps. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai compris. C'est-à-dire quand on dit une vérité qui dérange vraiment, mais qui est une vérité, eh bien, ça dérange en fait énormément de monde. Parce que ça dérange énormément de monde parce qu'il y a ceux qui veulent pas le scandale, ceux qui ont peur du scandale que ça va produire et eux-mêmes d'être éclaboussés, ceux qui ont reçu des corruptions diverses et variées aussi, parce que il y a des petits arrangements aussi. C'est pas facile de dire non dans ce système tout le temps. Enfin, faut avoir des parcours quand même assez atypiques pour avoir réussi à le faire. Voilà, donc il y a toute cette soumission, mais surtout le côté celui ou celle par qui le scandale arrive. On veut absolument le faire taire. On veut le faire taire. C'est exactement comme dans les familles. C'est exactement comme dans les familles. Exactement. Quand celui qui va dire au fait, il se passe ça là dans les coulisses, ou il se passe ça à la cave, ah ben non, on va quand même pas briser l'harmonie de la famille, donc tais-toi. Donc on vit dans on est dans une hypnose familiale, sociétale finalement. Familiale, groupale. Et en fait, celui qui brise, on appelle ça les secrets pervers. Le secret pervers, c'est la vérité que personne ne doit dire pour garantir l'harmonie et la sérénité du groupe. Donc ça peut être que le grand-père il est en train de violer ses petites filles, c'est secret pervers. Donc pour garantir cette harmonie, inconsciemment tout le monde sait, il y en a qui peuvent savoir plus ou moins consciemment, mais en tout cas, personne n'a le droit de parler. Celui ou celle qui vient briser ce secret pervers devient l'élément à abattre. Et personne n'a envie d'être à cette place. Sauf que si nous étions nombreux à briser ce secret pervers, eh bien, nous ne serions plus à abattre. Mais tu sais, il y a énormément d'informations qui circulent là-dessus. Aujourd'hui, les scandales, même si ça n'en fait pas des scandales parce que les médias verrouillent, mais je veux dire, des cas de pédophilie, il y en a partout en fait. Dans tous les faits divers aujourd'hui, on ouvre n'importe quel journal régional et il y en a. On ouvre, on regarde sur internet les médias même généralistes, on en parle, même si les gens sont pas vraiment condamnés à hauteur de ce qu'ils ont fait. Mais on en parle partout. D'accord ? On voit circuler énormément de vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et finalement, c'est quand même l'apathie générale. Mais par contre, je trouve que partager des infos sur ce genre de trauma, les gens, ils y arrivent. Mais passer le cap d'agir, il se passe pas grand-chose finalement derrière. Tu comprends ? Ça circule énormément, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, voilà, quand je parle un peu autour de moi, les gens, ils appellent tous la France pédolande. Voilà, ils sont excédés de voir des faits divers qui se terminent avec des 6 mois de sursis, etc. Alors que le gars, il a 14 victimes derrière lui. Enfin bref, on le sait très bien que ça fonctionne comme ça. Et les gens, finalement, ont quelque part fini par accepter cette domination. Voilà, cette domination. On sait que les gens qui nous dirigent ont ce genre de mœurs et finalement, on n'en fait pas plus. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande apathie, hein, et c'est assez problématique. Je pense que
le totalitarisme, il avance sur la peur des gens. Je pense que c'est là où on donne vraiment notre, entre guillemets, consentement, c'est à partir du fait qu'on ne travaille pas sur nos peurs. Et c'est vraiment là, je trouve que c'est ce que chacun doit faire. Parce que nous avons une durée de vie limitée. Il faut se clarifier les idées sur nos valeurs, notre intégrité. Où est-ce qu'elle est, notre intégrité? Et qu'est-ce que, justement, question fondamentale. Moi, j'ai toujours les questions qui fâchent. Jusqu'où on est prêt à se sacrifier pour nos enfants? Question qui fâche. C'est une très bonne question. Excuse-moi, je vais juste rebondir sur un petit truc pour étayer tout ça. Mais en fait, tu vois bien que ces derniers temps, les gens, ils ont été capables de mettre leur confort avec des grèves, ils ont mis leur confort en péril, d'accord. On est dans une situation quasi insurrectionnelle pour des histoires de portefeuille. Mais en fait, je me demande, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais à quel point c'est pas encore manipulé aussi ces histoires-là. C'est-à-dire, en gros, il y a un mot d'ordre, on va dans la rue qui est soufflé par des agitateurs, mais évidemment, il sera pas soufflé en masse. Enfin, on voit bien les syndicats et tout ça, ce qu'ils ont donné pour défendre les réels droits le réel droit du travail, etc. Ils ont rien donné du tout. Donc je pense qu'il y a aussi comme des agitateurs professionnels. Je suis d'accord. Je pense aussi qu'il y a toujours quelque chose de contrôlé derrière. Par contre, en enlevant même tout ça, je me dis il y a quand même des gens qui se bougent pour leurs acquis sociaux, pour leur portefeuille, pour le pouvoir d'achat, etc. Et quand il s'agit de défendre les enfants, bah finalement, alors j'ai pas la réponse, hein, mais je me dis qu'est-ce qui joue là-dedans? Est-ce que c'est le déni parce que c'est trop dur de faire face au fait que on transgresse nos enfants? Bon, à un moment quand même, va falloir se réveiller parce que ça risque d'aller très très loin cette histoire. Enfin, je comprends pas réellement cette apathie. Moi, sincèrement, j'ai beau me poser la question, la retourner dans tous les sens, j'ai des bribes d'informations et des bribes de réponses, mais j'ai pas réellement la réponse. Si je devais donner une réponse qui peut évoluer aussi, hein, mais je pense que c'est vraiment lié, encore une fois, à mon avis, à l'ampleur de ce qui se passe dans les familles. Et moi, je suis... quand je discute avec quelques collègues honnêtes, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, quand on creuse, on se rend compte que il y a énormément de familles qui vont fonctionner comme ça, sur la manière dont on a dit avec ce secret pervers. Et donc, du coup, les gens sont embarqués aussi dans ce genre de fonctionnement. Et comme ça touche la sexualité, donc déjà, en général, c'est quand même... les gens ne sont pas très à l'aise avec cette question. Et ensuite, donc évidemment, mettre ça sur le tapis, il faut... c'est pas une question qu'on a envie d'aborder, évidemment, publiquement. Mais ensuite, il y a la soumission à l'OMS. Ça, pour les retraites, on l'a pas. La soumission à l'OMS, elle est quand même assez intense. Hein. De toute façon, la dictature la plus violente dans la société, c'est la dictature sanitaire. Mais oui. Donc, et puis on voit sur les représailles qu'on peut avoir. Et puis, je pense qu'il y a comme aussi l'idée qu'on va paraître ringard, on va paraître ceci, cela, mais... Oui, parce qu'ils ont réussi à mêler quand même le côté, c'est-à-dire qu'avec l'esprit woke, etc., ils ont réussi à mêler en fait notre côté militant face à des aberrations pareilles et l'homophobie, l'anti-genrisme là, etc. Et en fait, ils essayent en fait de tout mêler pour dire finalement, c'est d'ailleurs pour ça que le lobby LGBT rajoute une lettre tous les ans. C'est parce qu'à la fin, il y aura un P dedans. On le sait très bien de toute façon, voilà. Et ils se disent, en mêlant tout ça, on va créer une confusion qui va faire que les gens, à un moment, ils arriveront plus à se soulever parce qu'ils seront taxés de tout et n'importe quoi. Ça viendra dans tous les sens. Ils arriveront plus du tout à dire quoi que ce soit en réalité. Oui, c'est pour ça que c'est important de s'éclaircir l'esprit sur la langue et de pas laisser trop de confusion. Hein. La confusion, elle fait le lit de la perversion, en fait. Parce que on mélange prévention et effraction traumatique, on mélange plaisir sexuel et addiction sexuelle, tout ça c'est mélangé, donc en fait c'est que de la confusion. Il faut s'éclaircir l'esprit. Oui, c'est important.
Mais très bien. En tout cas, on pourra jamais faire le tour de toute cette question comme ça en une émission, parce que je pense que voilà, pour cela il faut justement que vous alliez lire les livres de Ariane Villerand pour que vous vous rendiez compte réellement de l'ampleur du danger en tout cas, et des dégâts, hein, parce que les dégâts ils sont quand même déjà on les voit, hein, on les voit. Je rejoins ton analyse par rapport à cette histoire de, tu sais, voir la vérité en fait, voir la vérité globale ou sociétale, c'est voir la vérité en soi, donc voir la vérité en notre propre milieu, c'est-à-dire dans sa propre famille aussi. On voit, alors Karl Zéro avait parlé de 1 sur 5, il avait fait un reportage, un documentaire qui s'appelle 1 sur 5. Donc apparemment il y aurait un enfant sur 5 qui serait impacté, qui aurait été abusé. Donc finalement c'est énorme. Ce qui dit 1 sur 5, on est en droit de se demander si c'est pas plus. Parce que, est-ce que les enfants prennent la parole réellement et sont capables de le dire? Ouais, et si je peux me permettre, je vais rajouter une analyse psy. La famille dans laquelle se passe la transgression sexuelle, elle va fonctionner sur un certain type de lien que nous on appelle incestuel et qui crée des ravages psychologiques. Également, même chez les enfants qui, eux, n'ont pas été transgressés. Donc, en fait... Ouais, exactement. C'est-à-dire que dans une famille dysfonctionnelle, il va se créer une hypnose. Un bourreau va pouvoir tenir toute une famille sous cette hypnose sans forcément abuser de tout le monde, sans forcément que tout le monde soit réellement au courant finalement. Et cette hypnose, parfois on se dit, bah voilà, on parlait des gens qui sont un peu dans l'apathie et tout, est-ce qu'ils sont pas dans leur forme de dissociation du même type de dissociation en fait, qui vivent dans leur milieu familial tout simplement. Et moi, effectivement, je pense aussi que il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément envie encore d'aller en profondeur et qui, malgré eux ou pas, laissent finalement se perpétuer les choses comme ça. Tu sais, maintenant, ce qui est important, c'est pour ça d'ailleurs que des personnes comme toi prennent la parole, et moi également, j'aime prendre la parole pour ça, pour essayer de pousser les gens un petit peu dans leur retranchement et d'aller réellement voir ce qui se passe. Moi, j'aime pas aussi ce type d'hypocrisie, tu sais. Je viens aussi entre guillemets d'un milieu où tout ça c'est forcément tabou, d'accord. Mais j'ai travaillé moi dans des foyers qui sont des foyers de l'aide sociale à l'enfance, pour la protection judiciaire de la jeunesse aussi. J'ai vu énormément de cas de jeunes issus, qu'on dit issus de l'immigration, d'accord. Des cas des jeunes maghrébins, enfin voilà, qui ont été abusés parfois par les parents, parfois par les oncles, parfois par les cousins, les cousines, dans des situations que ce soit ici ou que ce soit dans leur pays d'origine, d'accord. Et je vois que effectivement, encore aujourd'hui, il est très, alors tu connais mieux le sujet que moi, mais il est très difficile de parler de ce sujet-là justement avec certains types de communautés, parce que il y a aussi un imaginaire collectif qui dit que ah non, chez nous ça se fait pas, c'est chez les autres, c'est chez les blancs, c'est chez les Français, etc. Non, il faut que vous compreniez que ça c'est vraiment la pédophilie existe vraiment dans tous les pays du monde. Voilà, tous les pays du monde, il y a de la pédophilie. Voilà. Peut-être certains plus que d'autres, peut-être qu'il y a forcément des pays qui pratiquent plus parce que il y a des mœurs autres, etc. On le sait très bien, il faudrait analyser vraiment sociologiquement, etc. Peu importe, mais il faut comprendre que ça se passe partout. Et moi, en tout cas, je l'ai vu dans toutes les familles, et que ce soit des familles qui sont originaires du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, ou que ce soit des familles qui sont plus originaires des pays de l'Est, etc. Mais vraiment partout. En fait, ouais, il y a... Alors, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais ouais. Il y a... moi, je fais mon doctorat sur la représentation du temps dans la psychose. La psychose, c'est la folie, hein, en termes simples. Et en fait, il y a un lien c'est pour ça que ça concerne en fait effectivement l'ensemble de l'humanité, cette problématique pédophile et ce garde-fou en fait de civilisation qu'on doit construire. Mais il y a un lien entre les deuils qui n'ont pas été faits suite à des traumas
qui n'ont pas été digérées. Par exemple, je sais pas moi, des familles qui ont été expropriées ou qui ont dû fuir, ou des hommes qui sont partis à la guerre, qui sont jamais revenus, etc. Il y a un lien, c'est trop compliqué d'expliquer pourquoi, mais il y a, là en 5 minutes, mais il y a un lien entre ça et ce qu'on appelle l'enfant de remplacement, et l'enfant qui va en fait venir et ne plus du tout être mis à la place d'enfant. Parce que la pédophilie, c'est ça, c'est le fait de ne pas considérer l'enfant à sa place d'enfant. Donc je crois qu'il faut bien clarifier les choses pour les gens. Il y a aussi le livre de Régis Bruno, Préserver l'innocence de l'enfant, et le livre que j'ai écrit avec Amandine, Psychopathologie de la pédophilie. L'enfant n'a pas de sexualité. Si on m'explique, ouais, mais c'est pas exactement ça, il a une forme de, s'il a une forme de, c'est non, il n'a pas de sexualité. Mais rappelez aux gens, la sexualité, elle commence avec la puberté, elle commence avec l'adolescence. Donc, premièrement, c'est ça. 2, si on veut avoir justement qu'ils nous disent que c'est pour la sexualité, etc., admettons que l'OMS se préoccupe, c'est un peu bizarre, quoi, mais bon. Justement, il faut absolument préserver et protéger au maximum les enfants pour qu'ils n'aient pas des fractions traumatiques. C'est bien le contraire, et il faut au contraire les ouvrir à tant d'autres. Moi, je dis souvent plaisantant, mais c'est pas une plaisanterie. Je dis il faut que l'OMS, si elle se préoccupait vraiment de notre santé, elle ferait l'éducation musicale, parce que vous êtes obligé de vous accorder, quoi. Et puis il n'y a pas d'histoire. Enfin bon, voilà. Mais c'est très important. Que les gens se clarifient par rapport à ça, et ils se clarifient par rapport à eux-mêmes, parce que le courage, ils vont pas le trouver dans le groupe. C'est le groupe leur apportera que des phénomènes régressifs. Ça aussi, il faut le rappeler quand même aux gens. Quand on nous parle d'union, je supporte pas ça. C'est-à-dire, on s'unit à quoi? Moi, je m'unis pas à des collectifs où il y a des gens qui sont des voleurs, qui sont des voyous, etc., qui sont des menteurs, qui sont des gourous. Non, moi, je m'unis pas à ça. Il faut quand même. Je pense que la question de la fameuse union, elle est pas horizontale, elle est verticale. Unis-toi à ton principe sacré. Unis-toi, redresse-toi, tiens debout. Et ça, c'est à l'intérieur de soi. Et je pense que le combat contre le totalitarisme, c'est jamais la masse qui va le gagner. C'est des individus qui, à un moment donné, se redressent parce qu'ils ont l'exemple d'autres individus qui se sont redressés et disent moi, c'est plus important pour moi maintenant la protection de mon intégrité, et que je tienne debout parce que je vaux plus que ce à quoi on me réduit. Voilà. Très bien. Super, super. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu t'accueillir pour ce premier entretien par le vrai. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de pouvoir converser avec toi sur ces sujets-là, parce que effectivement, moi, je t'avais vu déjà à l'époque, tu sais. Alors, on n'aime pas la personne qui avait initié le mouvement des JRE. Je te voyais déjà à l'époque prendre la parole par rapport à ce sujet, et je t'avais trouvé très pertinente, et je trouvais effectivement que tu allais vraiment à la racine des choses, et c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que effectivement, ce qui manque aujourd'hui dans la société, c'est l'ancrage. En réalité, on vient d'en parler, les personnes ont perdu réellement leur ancrage, la confiance en eux, etc. Ils se connaissent pas eux-mêmes, ils ont énormément de divertissements qui font que effectivement ils ont pas le temps de se retrouver avec eux-mêmes, ou ils ont pas forcément l'envie. Et donc justement, ce que j'essaie d'expliquer en fait, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait plus de gens réellement comme toi, parce que c'est facile de s'appuyer sur une seule personne, la personne s'écroulera, c'est tout. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut que les personnes aujourd'hui, ils prennent confiance en eux, et réellement qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils aillent aussi bien au fond d'eux-mêmes, et qu'ensuite ils repartagent. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc merci beaucoup Ariane. Que tout le monde affronte ses peurs, c'est-à-dire si on est lucide là, on a compris qu'on ne peut pas avoir de plus grande peur que de laisser faire ce qui arrive. Ouais. C'est tout, en fait. Donc il faut aller affronter ses peurs et retrouver du courage. C'est important. Merci beaucoup Ariane, merci beaucoup pour ces sages mots. Et je te souhaite une très bonne continuation, puis j'espère que on aura l'occasion de reconverser, parce qu'on a énormément de choses à dire. Des personnes qui on change facilement de sujet, on bifurque, etc. Mais l'important, c'est qu'on retombe sur nos pattes à chaque fois. Ok Ariane, sur ce, très bonne continuation à toi, et n'oubliez pas à tous, allez donc on peut trouver tes bouquins où d'ailleurs, Ariane? Est-ce qu'on peut encore les trouver en ligne? Bon. Oui, l'imposture des droits sexuels, je l'auto-édite depuis le départ pour garder la maîtrise en fait. D'accord. De
ça. Mais vous pouvez le trouver maintenant en librairie. Je l'ai mis sur une plateforme d'auto-édition, mais qui permet des diffusions en librairie. D'accord, voilà. Ok. Bon, bah sur ce, alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépendra de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis tous à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Missa. Merci à toi. Bientôt à tous.